Bonjour à tous. Donc bienvenue pour cette table ronde sur la thématique la formation en archéologie préventive au-delà d'un constat partagé. Alors pour échanger sur cette thématique aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir nos 5 intervenants. Alors tout d'abord nos collègues universitaires qui ont bien voulu accepter notre invitation à échanger avec nous. Donc François Réchin, professeur des universités HDR à l'université de Pau et des Pays de la Dour, membre du laboratoire IRA-CNRS, spécialisé sur la fin de l'âge du fer, époque romaine sur l'Aquitaine et le nord de la péninsule ibérique. Jean-Baptiste Rigaud, maître de conférences et responsable du master d'archéologie de Tours. Vous enseignez la géoarchéologie, l'archéomatique en licence et en master. Vous êtes membre du laboratoire CITERES et spécialisé sur la géoarchéologie, le paléo-environnement, la géomorphologie et les rapports société-milieu. Cécile Morin, vous êtes consultante et formatrice en organisation et management dans tous les secteurs d'activité, publics et privés, intervenante dans l'enseignement supérieur en IUT et Master 2. Et parmi vos activités, donc la formation de formateurs, la conception et ingénierie pédagogique de formation spécifique à l'activité de vos clients. Alexandre Morin, alors pas de lien entre Cécile et Alexandre, hein, c'est le hasard des patronymes, archéologue néolithicien, cofondateur et co-gérant de la société Paléotime, responsable pour le bureau d'études pour les périodes néolithiques et la protohistoire. Et enfin, Bastien Lemaire, archéologue, responsable d'opérations spécialiste de l'Antiquité à Mosaïque Archéologie, chercheur associé à l'UMR 5140 de Montpellier et au Centre Jean Bérard de Naples et co-directeur d'un programme de recherche à Pompéi. Et enfin moi-même, donc Nicolas Pimpeau, directeur opérationnel au sein du bureau d'études EVA et archéologue spécialisé sur la période de l'âge du fer. Donc sans plus attendre, sans transition, on va attaquer dans le vif du sujet. Donc je vais me raccrocher aux remarques de Bernard en introduction. Donc la réflexion autour de la rencontre entre formation universitaire et réalité du métier d'archéologue, et spécifiquement d'archéologue en préventif, a été au cœur des travaux de la commission en 2023. L'éventail des compétences donc sur lequel Bernard vient de revenir également a été élaboré par la commission et, comme on vient de le voir, a permis de recenser les savoir-faire, les savoir-être, mais en particulier les savoir-faire, que la commission jugeait indispensables au métier d'archéologue en préventif. Mais aussi de constater l'écart entre ces compétences, les compétences acquises et non acquises par les étudiants à l'issue d'un cursus de master, étant bien entendu qu'il n'appartient pas à l'université de former les étudiants sur la totalité du spectre de l'éventail, mais que les opérateurs eux-mêmes doivent bel et bien y prendre leur part. Alors partant de ce constat, et pour soumettre une première question à nos intervenants, comment sensibiliser les étudiants à l'archéologie préventive et sur les compétences exigées par la profession. Cécile Morin. Oui, alors effectivement, la sensibilisation des étudiants, elle est importante parce que ils ont besoin d'avoir de la visibilité sur les compétences, ce à quoi ils doivent s'attendre finalement sur le terrain de manière opérationnelle et de manière finalement très concrète. Et ça, c'est très difficile dès la formation supérieure d'arriver à faire toucher du doigt ces étudiants de ce dont ils vont avoir besoin, les compétences, les conditions d'exercice concrètes du métier. Et donc, eh bien ça, cela peut se faire par différentes techniques pédagogiques, c'est-à-dire des exercices, des études de cas, mais tout ça, ça se conçoit, et ça se conçoit avec des personnes qui font ce métier au quotidien, avec des personnes, pour le coup, qui sont pédagogues également, en tant qu'intervenants en université. Et l'idée, c'est de rechercher des méthodes pédagogiques peut-être les plus innovantes possibles. Il y a énormément de choses. La technique narrative, par exemple, de raconter la vie d'un spécialiste ou d'un archéologue et de faire réagir les personnes. Il peut y avoir, au-delà des études de cas, des formes de simulation. C'est-à-dire que même sans aller sur le terrain, on peut aujourd'hui, en matière de pédagogie, faire des choses relativement poussées
pour que les étudiants s'imprègnent quelque part de ce que pourrait être leur futur au sein des entreprises. Alors ça peut passer par l'organisation de séminaires dédiés, par exemple? Oui, par exemple, effectivement, dans certaines universités, et notamment, c'est quelque chose qui existe de manière assez ancienne dans les universités de culture anglo-saxonne, mais aussi en France, très certainement, il y a des initiatives sur le sujet. Cette notion de cours 101. Le cours 101, c'est un cours d'introduction, quelque part, sur une matière, un domaine, un métier. Alors, cours 101, déjà, rien que le terme cours, on peut questionner, en fait, mais au-delà du mot, c'est qu'est-ce que l'on met derrière, comment on le met en œuvre. L'idée de pouvoir peut-être sensibiliser les étudiants à travers quelque chose de très concret, dans un cours 101, par exemple, de 2 jours sur l'archéologie préventive. Demain, je suis archéologue auprès d'un acteur de l'archéologie préventive. À quoi je dois m'attendre? Quelles vont être mes conditions d'exercice? Qu'est-ce que l'entreprise va attendre de moi? Quelles compétences elle va également attendre? Et du coup, quel parcours pour moi? De quoi j'ai envie? Quel archéologue je veux être, finalement? Du point de vue de l'université, François Reschien, Jean-Baptiste Rigaud, c'est des choses qui peuvent être mises en place ou qui sont attendues? Je crois qu'on le fait déjà un petit peu, peut-être pas comme il faudrait entièrement, mais ça, la pédagogie, c'est un long chemin et c'est quelque chose qui est mis en cause pratiquement tous les jours, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire que le point de départ aussi, c'est que nous touchons des étudiants qui sont dans une situation assez paradoxale. Il y a grosso modo une assez forte appétence pour l'archéologie et une volonté d'y aller. Mais en face de ça aussi, c'est vraiment, on est tous, les étudiants qui arrivent sont un peu partagés, mais en effet une très mauvaise connaissance du milieu, et finalement aussi des idées préconçues, un peu confuses sur, on parlait avec un collègue du cinéma qui donne une image assez fausse de l'archéologie, mais qui en même temps suscite une appétence, encore une fois. Voilà. Donc, face à cette situation, il y a aussi le problème récurrent de tous les étudiants qui arrivent dans un cursus universitaire, qui ont un projet de professionnel très vague, un projet de formation peut-être encore plus vague, et qui, grosso modo, sont là parce qu'ils aiment bien la discipline. Donc à nous, en effet, et en concertation avec vous, d'offrir des perspectives. Je crois que vraiment qu'ils puissent se projeter. Ça me paraît tout à fait fondamental. Alors bon, on est là pour en discuter. Voilà, si je résume les choses dans un premier temps, et puis après on pourra peut-être approfondir. Alors, l'Université de Lille, par exemple, organise chaque année, apparemment depuis 3 ans, un forum qui là aura lieu le 8 novembre. J'ai un petit coup de pub, mais je trouve l'initiative très intéressante. Un forum qui aura pour intituler « Quel métier après mes études d'archéologie ?» et qui donc sera destiné à tous les étudiants qui entament un cursus. C'est des initiatives intéressantes. C'est possible, selon vous, de les généraliser? Est-ce que c'est souhaitable également? Oui, Jean-Baptiste. Oui, moi je pense que c'est très intéressant. De toute façon, on est complètement d'accord. Je veux dire, à l'université, on est évidemment d'accord avec cette idée-là. C'est-à-dire qu'effectivement, si on veut apprendre le métier, si on veut former des gens, bah, évidemment, il faut leur donner une idée concrète de qu'est-ce que c'est que ce métier. Donc là-dessus, on est évidemment totalement d'accord. Et puis, quelque part, bon, après, on ne va pas forcément parler de ce qu'on fait ici, mais évidemment, c'est ce qu'on fait. Et nous, dans le cadre du master, effectivement, on a aussi des rencontres avec des professionnels. Bah, le plus simple, en fait, au-delà de la pédagogie, même si effectivement, la pédagogie, c'est bien, mais au-delà de ça, un des points importants, c'est justement d'inviter des professionnels. Ils viennent faire des cours, mais ils viennent aussi parler de leur métier. Donc ça, c'est quelque chose... Enfin, moi, je sais pas, nous, c'est ce qu'on fait, en tout cas, donc ça me paraît la base. Voilà. Après, ça dépend de quelle année on parle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que quelqu'un qui est en première année, il va devenir archéologue, même s'il est là, peut-être dans un cours d'archéologie, mais ça n'existe pas, ça, en fait.
les gens, à part quelques exceptions, mais la plupart des gens, ils vont prendre du temps pour savoir ce qu'ils veulent faire. Et donc, il faut surtout pas... Enfin, on peut leur présenter dès la première année ce que c'est, mais à mon avis, ils vont l'oublier très vite. Donc, c'est des choses qui doivent venir plus tard. Quand on a un petit peu écrémé et qu'on se dit, bon, ben voilà, là, on a peut-être des étudiants véritablement intéressés par le métier, qui sont prêts à ce qu'on leur démythifie l'archéologie Indiana Jones pour savoir qu'en fait, ils vont être essentiellement à genoux dans la boue quand il fait très froid l'hiver. Non, mais en gros, une sorte de résumé. Voilà, donc donc voilà, donc je suis complètement d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Je pense que ça peut être généralisé. Démythifier le plus tôt Ouais, possible. alors là, peut-être c'est peut-être pas un désaccord, hein, mais des pratiques peut-être un peu différentes. Je crois qu'il n'est jamais trop tôt. Et je pense que j'ai un cours, par exemple, en premier semestre, première année, où j'essaie quand même de planter un peu le décor. Et tu vois, et ça, je pense que ça peut être tout à fait utile de les mettre face à des réalités, bon, sans en effet approfondir absolument les choses dans les détails, mais que le décor soit planté et que quelques outils intellectuels soient mis en place pour qu'ensuite, en effet, qu'ils puissent faire leur choix. Mais je pense que ça, il faut le faire très tôt et que, ils puissent se rendre disponibles, pas seulement matériellement, mais intellectuellement, pour aller vers des stages, des choses comme ça. Hein. Alors moi, je suis peut-être une des dernières générations d'enseignants-chercheurs qui ont commencé dans le secondaire. Moi, j'ai fait mes armes en ZEP sur la rive droite de Bordeaux. Vraiment, on était à la mine, là. Hein. Et ensuite, lycée, et puis je suis arrivé à l'université. Donc je connais assez bien quand même toute la chaîne et les difficultés que des jeunes peuvent rencontrer. Et voilà, mon propos est peut-être de dire que on est toujours sur le fil et la question est de mettre le curseur au bon endroit. Et c'est là toute la difficulté, à mon avis. Bon. À suivre. Alors, quand on parle de formation, on parle aussi beaucoup mémoire universitaire. Quelle est la place du sujet de mémoire, son importance dans le parcours de l'étudiant et puis pour son employabilité, Alexandre? Oui, donc, le temps est compté, donc Cécile, désolé, passer au point suivant. Pour faire bref et puis pragmatique, elle est droite au but. C'est vrai que on voit passer beaucoup de CV de candidature dans les entreprises pour différents postes et malheureusement on constate une situation, c'est que souvent les mémoires, c'est particulier à analyser. C'est-à-dire que quand vous êtes employeur et que vous voyez le sujet des mémoires, il y a des sujets qui présentent une très bonne cohérence entre la première année et deuxième année. Des fois, il n'y a pas toujours un rendu forcément en première année. Et on a de plus en plus de mal à décrypter ce qu'est réellement un mémoire dans pas mal d'universités. Ce qui est très important pour l'emploi des étudiants, c'est de rapidement, alors je ne vais pas dire avoir une spécialité, parce qu'une spécialité, c'est toute sa vie qu'on l'acquiert, mais c'est d'avoir une coloration dans un domaine particulier, une chronologie, une thématique particulière, pour ensuite avoir un profil. Il ne faut pas oublier que quand on répond à des prescriptions de fouilles, des cahiers des charges, des services de l'État, on demande des profils très précis. Et puis ensuite, quand on présente un projet scientifique, les CV sont étudiés, les noms sont étudiés, et puis on peut avoir des refus sur des encadrements, mais aussi sur des spécialistes, etc. Donc nous, on est contraints, et c'est très bien comme ça, puisqu'aussi il y a une qualité de la recherche qui fait qu'au bout d'un moment, on acquiert de la donnée, donc il faut qu'il y ait des spécialistes pour chaque thématique qui soient identifiés et expérimentés. Et donc on constitue nos équipes comme ça. Et donc on va regarder dans un CV, on va se renseigner pour percevoir ça, c'est-à-dire au bout du parcours. Je ne parle pas du docteur et du doctorat qui ensuite est très bien affiché. Il n'y a pas en général de sujet là-dessus. On pourrait discuter de certains détails, mais le vrai problème, c'est la fin du Master 2. C'est-à-dire que trop souvent, on voit des collègues étudiants ou en recherche d'emploi qui arrivent au terme du Master 2 et qui, de par leur parcours universitaire au terme de rédaction de mémoire, de sujet de mémoire, n'offrent pas un sujet qui est clairement identifié, voire, je passe, parce qu'on en a déjà discuté les années précédentes, des sujets qui sont très intéressants du point de vue de l'archéologie, du point de vue, voilà, on est tous passionnés forcément par l'Égypte, etc.
pas mal de sujets, mais qui ne sont pas en lien avec ça, je passe rapidement dessus. Voilà. Après, quand on écarte tout ça, malgré tout, c'est encore difficile de trouver dans beaucoup de CV une cohérence dans le parcours. Et nous, en tant qu'employeur, on est vraiment contraints de recruter des profils qui sont bien identifiés. Donc voilà. Alors ensuite, c'est au-delà du constat, c'est comment. On est tous en contact avec l'université, les universitaires avec nous, etc. Mais c'est peut-être des choses qui sont trop ponctuelles, pas assez systématiques. Et il y a encore beaucoup d'étudiants qui restent sur le carreau pour cette question-là. Il suffirait d'avoir au moment donné, un moment clé, des points forts lors du cursus avec peut-être des réunions institutionnalisées, des choses un peu plus codifiées, parce qu'on est tous la tête dans le guidon. Les universitaires, ils sont la tête dans le guidon dans leur enseignement, dans les examens, dans toute la partie administrative, etc. Puis nous, on a la tête dans le guidon dans l'opérationnel. Donc à un moment donné, on loupe des étapes les uns les autres. Et il suffirait qu'on se donne quelques coups de téléphone ou qu'on fasse une réunion assez rapide pour voir aussi le besoin des opérateurs, parce qu'on a beaucoup de sujets qui sont en attente. Et ensuite, voilà, se mettre autour d'une table et avancer là-dessus. Donc, il y a des contacts, mais certainement à amplifier de la part des opérateurs pour qu'ils aillent vers les universités, beaucoup plus, et puis de l'université vers les opérateurs. Sans parler aussi du rôle des services régionaux de l'archéologie, qui voient très bien, eux, les besoins qu'il y a dans les régions, les pénuries qu'il y a, et qui pourraient être aussi rapidement impliqués dans une réflexion rapide sur des sujets porteurs en termes d'employabilité. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce qui intéresse la commission, c'est l'employabilité, c'est trouver du boulot pour les étudiants au terme de leur parcours. Donc voilà, il y a sûrement une systématique, des outils à créer ou des réflexes à développer, plus qu'aujourd'hui, pour vraiment ce sujet central du sujet des mémoires. Alors, un premier niveau, les opérateurs d'archéologie préventive amassent au gré de nos opérations une masse de données considérable. Est-ce que les opérateurs peuvent proposer des sujets de mémoire aux universités pour les étudiants et dans quel cadre collaboratif est-ce que ça pourrait se faire? Je laisse la parole à nos collègues universitaires, mais ça se fait déjà. Hein. Il y a déjà, voilà, à chacun de nos échelles d'entreprise, on a des contacts et puis il y a des sujets qui émergent. Mais souvent, ces sujets-là, ils émergent pour les thèses. Alors qu'on pourrait déjà beaucoup plus le faire pour les masters. Oui, on est bien d'accord. Hein, il faut. Après, on est tous on vit tous une existence assez cloisonnée institutionnellement, donc parfois on est tellement pris par le temps que on ne pense pas. Mais souvent, c'est aussi nos rapports sont aussi le résultat de relations le plus souvent informelles et bien souvent c'est autour d'un café qu'émergent de bonnes idées et en effet des idées de mémoire. Alors ça, oui, je crois qu'il faut ne pas hésiter à nous proposer des choses. Après, on peut vous dire non, là, c'est pas possible, on n'a pas les compétences, ou on va pas y arriver, mais ça peut se faire vraiment. Moi, je voyais en CIRA, je voyais passer des dossiers formidables, vraiment bien faits. Tous les dossiers que j'ai pu examiner en CIRA, c'était vraiment de bons dossiers, très argumentés, solides, et qui fournissaient la matière à des dizaines de mémoires de master possibles. Ça, c'est très clair. Alors après, il y a les freins un peu institutionnels, le temps qu'on peut y passer, mais aussi tout simplement les freins qui résultent de notre formatage à chacun, et aussi bien vous que nous, que les étudiants qui viennent nous voir parfois en nous disant ben voilà, je voulais faire un mémoire de recherche, de master sur un clone Trajan. On est obligé de leur dire que quand même 2 ou 3 personnes ont déjà écrit sur ce sujet, ou pardon, je peux, mais vraiment, parfois je pourrais raconter des anecdotes. Un étudiant de première année qui me dit non, mais après la licence, de toute façon, moi je vais à Arles. Ah bon, qu'est-ce que vous allez faire à Arles? Il n'y a pas d'université. Mais si, mais je vais étudier les statues là qu'on a trouvées dans le Rhône. Je dis, vous savez, on va peut-être pas vous attendre. Et bon, vous voyez le genre d'incompréhension auquel on peut se trouver confronté. Donc, vous comme nous, bien, je crois qu'il faut qu'on soit là au soutien de ces étudiants, au soutien des projets professionnels de formation qui peuvent être mis en place. C'est du boulot. C'est du boulot, mais je pense qu'on peut y arriver. C'est ce qu'on fait informellement, mais probablement pas suffisamment. Ça, c'est très clair.
juste pour rajouter un petit mot là-dessus, on est évidemment totalement d'accord. Même du mal à imaginer que ça ne se fasse pas, finalement. Mais en même temps, là, la question qui se pose aussi, c'est justement les rapports au niveau recherche entre l'archéologie préventive et l'université et les labos. C'est-à-dire que si on ne se voit pas, par exemple, au labo pour discuter éventuellement de sujets, c'est sûr que c'est compliqué. Parce que s'il faut attendre de se voir autour d'un café à l'occasion, ça va être compliqué. Donc oui, évidemment, on est complètement d'accord avec ça. Nous, on est en demande de ça. En plus, nous, par exemple, je parle de l'université de Tours, évidemment, on est une petite université. On n'a pas 15 000 enseignants, donc on n'a pas non plus des milliers de sujets. Donc évidemment, on a besoin, c'est évident. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, on le fait tout le temps. On travaille on travaille beaucoup avec les gens de l'archéologie préventive qui nous proposent des sujets. Donc moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais simplement, la question qui se pose, c'est comment. Voilà, il faut se voir et il faut donc que les acteurs de l'archéologie préventive aient des jours, etc., pour venir aux réunions de labo, pour venir discuter. Et là, on pourra peut-être plus facilement faire des choses. Voilà. Tout à fait. Alors, effectivement, la question des laboratoires, elle est importante aussi. Donc, dans quelle mesure, comment intégrer les labos quand on est opérateur d'archéologie préventive? Est-ce que c'est, pour mettre les pieds dans le plat, est-ce que c'est si simple pour un opérateur privé en particulier? Je sais pas. C'est pas moi le responsable du labo, je peux pas vous dire. Moi je dirais oui. Je vois pas de problème. Enfin, pourquoi il y aurait de soucis? Mais nous on a, je sais pas. Je pense qu'il y a 30, par exemple, je sais pas encore de Tours, mais je crois qu'il y a une trentaine de membres. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de l'INRAP, mais je pense qu'il y a aussi quelques personnes de DVA, etc. Donc ils sont rattachés. C'est tout à fait possible. Oui, alors, dans le vocabulaire universitaire de la recherche, il y a les membres, il y a les gens qui sont associés, etc. C'est parfois un peu compliqué. Et pour être membre, et je crois que c'est vraiment le mieux, il faut passer par des conventions. Et alors là, on entre dans un process administratif qui peut durer des mois et des mois, c'est diabolique. Même avec l'INRAP, où normalement ça doit se faire assez simplement, nous, à l'IRA, ça a duré des mois. Ça a duré des mois. Donc, je pense que globalement, oui, comme vous, je pense qu'il y a beaucoup moins de présupposés, de combats idéologiques. Maintenant, c'est un peu globalement, enfin, peut-être pas partout, mais globalement, les combats idéologiques sont derrière nous. Simplement, après, on se trouve confronté surtout à l'inertie de la machine, à des process, encore une fois, administratifs. Mais n'hésitez pas à vous battre aussi pour ça, à venir nous embêter aussi un peu, parce que chacun, nous sommes pris dans nos routines, et c'est parfois un peu difficile, mais on peut y arriver. On peut le faire. Alors, bon, c'est un sujet à part entière, hein, mais pour revenir un peu dans la thématique de la table ronde, parlons un petit peu de la pratique du terrain. En particulier, la pratique du terrain, elle est importante, elle est centrale dans la formation de l'archéologue, et elle passe notamment et de manière incontournable par l'archéologie programmée. Donc l'archéologie programmée, quel est son rôle dans la formation? Bastien Lemaire. Alors oui, on a pas mal parlé de cette question-là parce qu'effectivement, c'est une question centrale dans la formation des étudiants parce que c'est le lieu où nous, on a appris les bases de notre métier quand même. Et c'est là où on peut être au contact justement des étudiants et communiquer directement avec eux sur le monde professionnel qui peut les attendre par la suite. Et c'est aussi un espace indispensable à la formation des étudiants afin de les former du coup à ces méthodes de terrain et les techniques de fouille. Les techniques dont on attend par la suite dans le monde préventif et dans les fameux stages en préventif sur lesquels on reviendra plus tard. Mais du coup, le problème qui ressort un peu de nos discussions, c'est surtout la diminution du nombre de chantiers programmés, mais on en a parlé déjà tout à l'heure, et donc une incapacité pour certains de trouver des stages, et ça c'est ce qui ressort un peu des discussions qu'on a avec les étudiants. Ils ont vraiment des difficultés à trouver des stages de terrain. Et parfois, ils font des stages de poste de fouille ou dans des musées. Et c'est pas vraiment la même formation, disons. Et donc, ça pose problème, du coup, car certains étudiants, du coup, postulent par la suite, du coup, en préventif, et sans réelle formation de terrain. Et c'est là toute la difficulté.
Et donc ce manque de chantier programmé s'explique notamment par la diminution des financements et des projets portés par les universitaires, le CNRS et même le SR1. Et il est aussi renforcé par la diminution des chantiers portés par les acteurs du préventif, car cela se fait majoritairement sur de l'investissement personnel en général, aidé par des jours de recherche le plus souvent, ce qui reste malheureusement insuffisant pour les acteurs du préventif. Alors on a parlé un peu des solutions, je vais en aborder un peu quelques-unes aujourd'hui, et parmi ces solutions, il faudrait justement que la participation et la coordination ou la direction de fouilles programmées par des archéologues du préventif soient encouragées concrètement. On sait que ce n'est pas évident, mais il faudrait y réfléchir. Et donc pour les opérateurs en archéologie préventive, du coup l'archéologie programmée apparaît comme un investissement nécessaire dans l'objectif d'avoir des étudiants mieux formés au travail de terrain et à l'analyse scientifique. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. On a besoin de gens qui savent faire de la recherche et du terrain. Il est en effet impossible de former des étudiants sur les chantiers préventifs si ceux-ci n'ont pas acquis de base solide. Cet investissement apparaît avantageux en permettant de recruter du personnel mieux formé et donc plus compétent, que l'on peut ensuite former aux problématiques propres au préventif et à sa spécificité, et non pas au b.a.-ba de l'archéologie. Et enfin, en plus de la transmission des connaissances vers les étudiants, pour les archéologues du préventif, du coup, les fouilles programmées peuvent être un système de formation continue nécessaire pour progresser, innover et être à jour des connaissances, ce qui demeure le fondement de notre discipline scientifique aussi. Donc sur l'expérience de fouille en programmé, donc certaines universités l'imposent. Je crois que c'est le cas de l'université de Tours, Jean-Baptiste Rigaud. Est-ce que c'est souhaitable qu'elle soit imposée partout? Est-ce qu'elle doit faire partie? Est-ce qu'elle doit être intégrée dans les cursus? Comment l'université, les opérateurs peuvent y prendre leur part? Ça me paraît un peu évident, non? Je sais pas. Si on veut faire de l'archéologie, il faut bien faire du terrain. Donc voilà. Mais bon, la chose difficile, et ce que je disais la dernière fois quand on discutait, c'est que tout au long de l'année, évidemment, comme ils ont des cours, etc., c'est quand même un peu difficile d'organiser des stages. C'est possible, mais c'est pas impossible, mais c'est évidemment difficile à organiser. Donc en fait, nous, par exemple, pour parler juste de Tours, on leur demande en fait, évidemment, pour pouvoir venir même en licence, en fait, un L3, hein, je parle, il faut qu'ils aient déjà une expérience de terrain. Donc c'est un peu imposé, voilà. Et pareil évidemment pour le master. Et maintenant, on impose aussi entre le master 1 et le master 2, on leur impose aussi un stage. Donc je veux dire, des stages, ils en font beaucoup. Et je pense que voilà. Moi, si nous on l'a mis dans notre maquette, c'est qu'on considère que c'est important et que c'est nécessaire. Donc là-dessus, je vais dire, on est parfaitement d'accord. Il n'y a aucun problème. Mais je vous dis, voilà. Après, on a rajouté aussi dans la maquette la possibilité de faire des stages courts. On l'a institutionnalisé, donc comme ça, c'est plus clair. Mais voilà. Bon, après, il faut trouver quand même un équilibre entre, parce que justement, vous parlez de recherche, de rédaction, et tout ça. Voilà, il faut trouver un équilibre entre stage et rédaction, parce que si vous voulez qu'il fasse un bon mémoire, etc., faut pas qu'il soit tout le temps en train de faire des stages qui sont pas forcément toujours très utiles pour eux non plus, parce qu'il faut voir aussi le stage. C'est-à-dire que voilà, bon, ça je rentre pas dans le détail, on va pas discuter de ça, mais bon voilà. Donc il faut bien réfléchir à l'intérêt de tous et en particulier de l'étudiant. Voilà. Mais moi, je suis complètement d'accord aussi pour voilà, l'opportunité de faire un petit stage d'une semaine aussi, de temps en temps, quand c'est possible, pendant les vacances. Ça, il n'y a pas de problème pour en faire le plus possible, c'est évident. Oui, tout à fait. Oui, il y a un consensus total sur aussi la difficulté, oui, de caser des stages, d'autant, notamment à cause de maquettes d'enseignement. Alors, je crois que vous êtes mieux débrouillés que nous, mais pratiquement, nous, les premiers semestres de M1 et M2, pratiquement les étudiants sont en cours pratiquement comme en licence. J'exagère à peine. Hein. Et donc, pratiquement, ils travaillent assez peu à leur mémoire. Et alors, certains arrivent à caser des stages, mais là c'est compliqué. Donc on agit quand même avec beaucoup de souplesse, beaucoup d'empirisme, c'est-à-dire qu'on relève les compteurs à la fin du Master 2 et on valide de 2 mois de stage minimum, ça peut être plus, mais qui peuvent être découpés en plusieurs stages différents. L'essentiel, c'est qu'ils aient une expérience et de préférence en archéologie préventive arrivée au niveau du master. Oui, je pense que globalement, ça se fait à peu près partout. Alors, on voit que l'université, voilà,
progresse tout le temps et essaie de s'adapter à tous les éléments qui rentrent dans la balance. Non, mais ça soulève, comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas demander tout à l'université, mais on ne peut pas demander tout aux opérateurs. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, je vais aux manettes, donc je vois bien ce qu'on investit aussi pour l'archéologie programmée. Et c'est une part voilà, qui devient significative, qu'on va essayer encore d'augmenter, mais il va y avoir des limites en termes de moyens. Donc on ne peut pas demander tout à l'université, on ne peut pas demander tout aux opérateurs. Et en fait, nous, on aide pour toutes les raisons que tu as dit. Tout à l'heure, elle est très, très bien explicitée. Mais on l'aide aussi au départ parce qu'il y a de moins en moins de moyens du côté de la programmée. Et forcément, l'archéologie en France, en Europe, est à un excellent niveau. Donc forcément, il y a des connaissances qui se cumulent. Et aujourd'hui, quand les exigences sur un rapport programmé, c'est comme ça, c'est certainement très bien, elles sont très hautes aussi. C'est-à-dire qu'en fait, les collègues qui se lancent dans la programmée, très vite, il faut monter des équipes importantes, pluridisciplinaires, ça prend du temps, c'est des moyens financiers, c'est de l'investissement personnel. Et il y a certainement, à un moment donné, on discute avec les universitaires, on va discuter avec les UMR, mais les services régionaux d'archéologie, il y a certainement toute une thématique qu'il va falloir aborder avec eux pour clarifier aussi, eux, leurs contraintes et leurs problèmes qu'ils ont, parce que c'est des enveloppes budgétaires, tout simplement. Et à un moment donné, l'équation, elle devient compliquée, parce qu'on demande aux étudiants de faire de l'archéologie programmée, et on pense tous qu'elle devrait être quasiment obligatoire, maintenant dans un cursus d'archéologie, un passage obligé, et il y a de moins en moins visiblement, il y a de moins en moins d'opérations avec des fois de moins en moins de moyens. Et puis il y a un autre problème aussi, c'est que dans l'archéologie programmée, et c'est pour ça qu'il faut en discuter avec nos collègues des services régionaux de l'archéologie, avançant dans l'âge, on s'aperçoit que il nous semblait dans la commission qu'avant, prendre une responsabilité de prospection, une responsabilité de sondage, c'était, on va dire, dans un autre contexte. Donc je ne sais pas si le terme facile était plus approprié, mais aujourd'hui, non seulement c'est dur de faire un stage en archéologie programmée, et en plus, si on veut développer déjà une appétence pour de la recherche, développer quelque chose voilà, en discutant avec les UMR, en discutant avec voilà, un milieu, ça devient aussi compliqué de par l'exigence, la complexité administrative, l'exigence scientifique. Alors tout ça, c'est bien, l'exigence scientifique, mais il y a plusieurs gros questionnements sur la programmée qui mériteraient voilà, des heures de discussion. Il y a une fédération qui s'est montée pour l'archéologie programmée, notamment j'imagine, pour discuter de tout ça. Et c'est vraiment une concertation qu'il faudrait avoir entre les acteurs et puis les services régionaux de l'archéologie qui nous amènent leur lumière là-dessus. C'est juste, c'est vrai qu'on avait un petit peu oublié ça tout à l'heure, la question de la programmée. Mais encore une fois, pareil, on est complètement d'accord avec ça. Et je pense que c'est du rôle aussi de l'université de proposer des chantiers écoles, comme ça se faisait avant. Et c'est bien notre intention, évidemment. Mais après, bon, voilà. Donc de manière à proposer quand même aux étudiants, au moins de notre formation, l'accès à du programmé chaque année, sans problème. Donc là, il n'y a pas de problème, tout à fait d'accord. Oui, bon, c'est pas facile. Je suis en train de déposer une demande en ce moment sur le portail du SRA. Ah mince, ça marche pas avec Firefox. Bon, alors il faut. Bon, c'est quand même. Enfin, c'est quand même un peu galère. Bon, donc oui, il y a un certain nombre de contraintes en effet. Et de votre côté, c'est pire encore, arriver à conjuguer une activité préventive et de temps en temps les programmer, surtout si les PCR, etc., c'est encore autre chose. Et bon, là, on est face à une grosse difficulté et bon, on fait pour le mieux. Alors, l'archéologie programmée, ça n'est pas non plus encore l'archéologie préventive, qui mobilise des compétences spécifiques propres et puis qui intervient aussi sur des contextes parfois radicalement différents. Des stages préventifs, pourquoi faire? Dans quel but, Alexandre? Bon, je parle beaucoup, je vais faire court. Oui, dans l'employabilité toujours des étudiants, quand on étudie un CV et qu'on veut aller dans l'archéologie préventive et qu'on postule un chantier d'archéologie préventive, il est fortement recommandé d'avoir justement dans son parcours pu avoir fait des stages. Ce qu'on disait, il y a un stage en programmé, il y a un stage en archéologie préventive. En fait, c'est très simple à dire. On sait bien que c'est tout compliqué dans le parcours d'un étudiant. On l'a été aussi. C'est l'enseignement théorique, c'est les stages en programmé, un passage en préventif et après un sujet de mémoire, une cohérence et un sujet porteur. Donc aujourd'hui, pour ensuite candidater chez un opérateur et obtenir
un poste d'archéologue, bah forcément l'employeur il va voir si vous avez fait un stage en archéologie préventive. Si vous n'avez pas fait de stage en archéologie préventive, je dis aux étudiants, ça va être très compliqué au départ. On ne demande pas un premier job, hein, un premier contrat, on demande un stage déjà. Et si vous n'avez pas fait un peu de programmé non plus, bah, ça va être très compliqué au niveau emploi. Donc il y a des choses comme ça qui sont des croix à cocher. Alors ces croix à cocher, c'est vite dit. Mais la question, pour aller droit au but et un peu susciter les échanges, c'est est-ce qu'un stage en archéologie préventive, quand on discute avec les collègues, ils vous disent « Ah oui, j'aurais dû faire un stage bien plus tôt, j'aurais vu les choses autrement. » Alors je ne dis pas forcément en licence, mais au moins pendant le master, j'aurais orienté peut-être un sujet, etc. J'aurais vu les choses différemment. Est-ce qu'un stage en archéologie préventive, c'est pareil? Est-ce que ça ne doit pas devenir obligatoire, carrément, dans un cursus d'archéologie? Quand on fait plein d'enseignements dans beaucoup d'autres filières, c'est pas parce que vous allez faire un stage en archéologie préventive que vous allez forcément aller faire archéologue en préventif. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'en termes d'employabilité, c'est bien d'avoir, par sécurité des fois, ou ensuite par volonté, par choix, d'avoir coché cette case. Je parle vraiment en termes d'employabilité. Et puis ensuite, juste un dernier mot pour le constat, c'est que le stage en archéologie préventive, il paraît essentiel en fait. Il paraît essentiel dans tout ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire qu'on va se mettre en contact avec un opérateur, on va être avec des chercheurs chez l'opérateur, on va pouvoir échanger, discuter, on va pouvoir, si on a une appétence, éventuellement discuter de sujets, de mémoire, et puis ensuite on va pouvoir être en connexion des fois avec les UMR, et en fait c'est aussi la possibilité, comme la programmer, mais d'une façon un peu plus concrète en archéologie préventive. Il ne faut pas voir ça comme un type de stage pro basta. C'est le moyen aussi, comme on disait tout à l'heure, de se mettre en contact avec le milieu de la recherche, avec tous les acteurs. Et c'est comme ça, je sais que chez nous, quand ça aboutit, c'est des parcours comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, alors il y a le cadre des opérations, quand on est ensuite en emploi, où on peut aussi être employé pendant son stage, son parcours de master, discuter, et dans les équipes, tout d'un coup, il y a un profil qui va partir sur un sujet. Mais ça, c'est vraiment essentiel. Alors, le problème là-dedans, c'est qu'ensuite, il y a la question de obligatoire ou pas. Ensuite, parce que le problème, c'est que il y a énormément d'étudiants qui ensuite vont se retrouver le bec dans l'eau. Donc à ce moment donné, est-ce que c'est pas une sécurité qu'il faut donner pour quand même l'employabilité? Deux, c'est à quel niveau il faut le faire tôt, pendant le master, en licence. Est-ce qu'il y a assez de flexibilité? On sait que c'est compliqué chez nos collègues universitaires pour caser tout ça, parce qu'on leur demande beaucoup de choses. Voilà, donc des différents sujets qui sont abordés, mais on est quand même très surpris aujourd'hui encore du décalage, comme on dit, dans des CV ou des parcours où quelqu'un n'a jamais touché de préventif. Toujours pour la question de l'employabilité. Je suis un peu toujours d'accord. Non, mais oui, oui, bien sûr. Stage en archéologie préventive, nous, on n'est pas contre. Notamment, nous, je pense même les collègues, tout le monde, on n'est pas contre. Mais comme on le disait la dernière fois, déjà, faut que ça puisse se caler, aussi avec vous, parce qu'il y a des contraintes. Et puis, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un sur place qui soit disponible pour les étudiants. Donc, je veux dire, nous, a priori, on n'est pas contre, même en master stage long, on appelle ça stage long maintenant, master pro. Maintenant, nous, on autorise, parce qu'on ne le faisait pas trop avant, on autorise des stages en archéologie préventive de 3 mois. Bon, après, c'est organisé d'une certaine manière avec de la post-fouille, etc. Enfin bon. Donc, et effectivement, pourquoi pas? Et d'ailleurs, parce que les étudiants sont aussi demandeurs. Ils veulent en faire. Donc, parce qu'ils ont conscience aussi que ce qu'ils vont faire après, ça va être quand même pas mal de l'archéologie préventive. Donc, ils sont complètement d'accord. Mais la question qui se pose aussi, c'est est-ce que dans ces cadres-là, dans ces moments aussi parfois d'urgence, etc., est-ce que ce sera possible qu'il y ait quelqu'un qui puisse vraiment les suivre? C'est ça aussi le problème. Je rebondis. Bernard le disait tout à l'heure en introduction, la commission formation de la FEMAP est en train de réfléchir à un projet de plateforme de stage qui permettrait de mettre en contact les universités, les étudiants et les opérateurs à même d'en proposer. Et dans ce cadre également doivent être bien cadrées, je pense, les questions de tutorat et de suivi et d'accompagnement côté opérateur et côté université également. Les universités dans quelle mesure pourraient-elles y contribuer en termes de sélection ou de préparation des étudiants peut-être à cette plateforme? Est-ce qu'il y a
des choses à mettre en place? Alors, pour revenir au tout début, je vais répondre assez vite. Pour revenir au tout début du débat, je ne suis pas sûr qu'il faille complètement prioriser d'abord le préventif, ensuite, d'abord le programmé, ensuite le préventif. Je pense que les allers-retours entre les deux, dès le cursus de licence, peuvent se concevoir. Et l'expérience prouve que c'est tout à fait possible, à condition qu'il y ait une équipe qui accueille favorablement les étudiants, fasse preuve un peu de pédagogie sur place. Concrètement, ils peuvent le faire. Hein. J'ai des étudiants qui même ont commencé par un peu de préventif pour passer ensuite au programmé. Je suis pas forcé, enfin, c'est pas forcément un barrage, me semble-t-il, parce que j'ai des retours aussi de collègues du préventif qui me disent que, bon, globalement, ça se passe bien. Donc voilà, un premier point. Alors après, oui, c'est toujours l'aménagement de la scolarité universitaire qui peut en effet poser problème. Ça nécessite aussi un peu de souplesse de notre part. Et quand même l'essentiel, c'est d'arriver à caser ces étudiants. Bon, alors bon, il faut peut-être être un peu moins scolaire parfois. Ok, d'accord, il n'est pas venu au TD du lundi 14 octobre. Est-ce que c'est vraiment... vous le répéterez, c'est diffusé en plus. Hein. Bon, est-ce que c'est vraiment très grave que l'étudiant n'ait pas assisté au TD du lundi 14 octobre 2024? Oui, bon, bref. Oui, alors après, oui, il y a la question du portail, etc. Oui, moi, ça me paraît tout à fait important. Et mettre en place aussi des protocoles, des ouvertures qui permettent d'institutionnaliser un petit peu ça. Alors nous, on a un institut national qui nous propose, je ne sais plus comment il s'appelle, qui nous propose, en Aquitaine, qui garde chaque année 3 mois de stage étudiants intégrés aux équipes, équipés et avec un défraiement. Ça permet de sécuriser, d'institutionnaliser un stage, au moins, vous voyez, dans une équipe, dans un master, ça permet d'être sûr au moins chaque année d'avoir un point de chute pour les étudiants les plus motivés. Concrètement, donc on sélectionne un peu gentiment en amont et on vous offre un panel on offre à l'opérateur un panel d'étudiants, CV, lettre de motivation, et c'est vous qui choisissez. Oui. Et les étudiants le savent, ils le prévoient, ils l'intègrent à leur cursus éventuel et ça les motive en même temps. Parce que passer 3 mois être intégré dans une équipe, avec les vraies chaussures de sécurité, le gilet, tout ça, le casque, ça c'est la classe. Vous voyez, et ça donne de très bons résultats, et ça vous permet de tester des étudiants, en général les meilleurs et les plus motivés. Voilà, ça c'est peut-être une idée à creuser, en dehors en effet d'un portail où ponctuellement on peut recruter des gens. Hein, voilà, ça c'est à discuter entre nous. Je vais juste rajouter une chose. Oui, par rapport à ce que tu disais là tout à l'heure, sur le fait que si sur le CV il n'y a pas de stage en préventif, vous risquez de ne pas le prendre. Là, je suis un peu surpris. Je suis un peu, je trouve ça un peu dommage parce que déjà s'il y a des stages en programmé, donc ça veut dire qu'il y a de l'expérience de terrain, etc. Effectivement, c'est pas exactement la même chose. Je suis d'accord qu'en préventif, notamment l'urgence, les conditions de travail, c'est pas la même chose. Mais on peut aussi imaginer, il faut essayer. Que ces étudiants seront quand même capables de s'adapter et voilà, et de découvrir le métier aussi. Parce que voilà, ça peut arriver aussi qu'ils n'aient pas eu l'occasion ou l'opportunité de faire un stage, ne serait-ce que parce qu'en termes de date, ça ne matchait pas. Voilà, c'est pas forcément évident. Voilà, donc moi je pense qu'il ne faut pas refuser quand même, a priori, ces dossiers. Ce serait quand même dommage. Je peux partager ce point de vue, mais pour avoir participé à des commissions de recrutement à l'INRAP, par exemple, il est vrai que il y a quand même une forte concurrence aussi entre les gens sortis de formation, et qu'on peut comprendre l'opérateur qui, pour un poste, 15 candidats, prennent les gens qui lui paraissent les plus opérationnels aussi. C'est multifactoriel, comme on dit maintenant, il n'y a pas un critère de choix. Mais enfin, tout de même, c'est un critère assez déterminant, semble-t-il. Hein.
C'est nous, quand on recrute un maître de conf, par exemple, on examine le CV et on regarde quand même s'il a déjà eu des charges d'enseignement, s'il a été à terre, s'il a été chargé de TD. Enfin, tout ça, ça compte quand même considérablement. Oui, non, mais si tu veux, ça marche s'il y a justement de la concurrence et si effectivement on peut faire un choix. Mais par rapport à ce que tu disais, moi j'avais l'impression que c'est plutôt que, par exemple, je sais pas, il y a 10 candidats, il n'y en a aucun qui voilà. Et du coup, du coup, voilà. Donc, évidemment, s'il y a quelqu'un, si on peut choisir quelqu'un qui l'a fait, qui a l'air mieux, etc., là, je comprends. Mais là, c'est autre chose. Voilà, je dis que, il me semble que c'est, voilà, même sans avoir fait d'archéologie préventive, on peut quand même, en regardant un dossier, après, il faut quand même que le dossier soit un peu conséquent, qu'il y ait quelque chose derrière. À mon avis, on peut quand même tenter le coup. Enfin, ouais. C'est pas un critère de sélection a priori, hein. C'est plus un gros, effectivement, un gros plus, un gros coup de pouce à un CV d'avoir déjà fait de l'archéologie, une expérience en archéologie préventive en stage. Bastien. Oui, alors ça arrive qu'on embauche, tu me corrigeras vous me corrigerez, pardon. Ça arrive qu'on embauche des gens, mais qui ont une grosse expérience en programmé. Ça, c'est possible. En revanche, voilà, le fait d'avoir une petite expérience en programmé pour les premiers stages en préventif, même si elle est petite, c'est essentiel pour nous parce que on passe à l'étape, on n'est pas sur le b.a.-ba de savoir de quel côté on tient la truelle. Et du coup, on leur apprend les spécificités de l'archéologie préventive. C'est pour ça qu'on peut pas, c'est difficile de recruter quelqu'un qui aurait fait 2 semaines de programmé en CDD de préventif. C'est là où il y a une réelle difficulté. Donc nous, on investit du temps et des moyens sur le terrain parce qu'on a des objectifs et un temps et un budget spécifique. Mais il faut qu'ils aient une petite expérience en programmé, donc on les a en stage en préventif. Mais c'est difficile de recruter des gens directement en CDD, qu'il va falloir former directement sur le terrain depuis le début. Ça, c'est très compliqué. Et on reboucle aussi avec la question qu'on a abordée au début, Cécile, sur aussi l'appétence et la connaissance du métier au travers de ce premier contact en stage. C'est rassurant pour un employeur de savoir que l'étudiant a déjà une connaissance au moins de 1 ou 2 semaines de stage sur les conditions parfois très particulières, pour le dire comme ça, de l'archéologie préventive. On arrive petit à petit au terme de cette table ronde pour ouvrir un petit peu la discussion sur la relation université et monde professionnel. Comment peut-on aller plus loin? Comment la développer davantage? Question ouverte à la table ronde aux intervenants. Oui, je peux rebondir. Je crois qu'on tient une piste par rapport déjà à la sensibilisation des étudiants, dans le sens où, vous l'avez dit, il faut sensibiliser les étudiants tout au long de leur parcours. Et déjà, en construisant ça ensemble, de se dire, tiens, vous avez un cours qui permet de planter le décor dès la première année. Probablement, au fil des années, d'y aller crescendo et d'imaginer ensemble ce chemin, ça peut faire l'objet d'une feuille de route, je ne sais pas. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est déjà un premier jalon. Alexandre? Après, moi j'insiste, il y a déjà beaucoup de choses qui se font, parce qu'on ne sait pas tout, on ne voit pas tout, mais à chaque fois qu'on discute avec des collègues, on apprend que telle université a développé telle rencontre dans le cadre de rencontres université, opérateurs, étudiants, etc. Donc voilà, il faut bien insister là-dessus. Il y a énormément de choses qui se passent, énormément d'initiatives qui ont été faites. Juste un point, c'est que on s'aperçoit, ça va très vite aujourd'hui, la question d'un parcours d'étudiant, formation quelle qu'elle soit. Ça commence dès la première, on a les options dès la première, et puis il y a une pression très rapide sur les lycéens qui arrivent vers le bac, et puis ensuite ça va très vite pour toutes les formations. Et c'est vrai qu'il y a le gros sujet d'attirer à nous, et certainement dès la première année de licence, d'augmenter énormément cette action de connaissance de l'archéologie préventive d'une façon appétante pour les jeunes. Après, ça va très vite, et si on ne veut pas qu'ils aillent dans d'autres parcours, d'autres professions, il faut essayer de les attirer à nous de la façon la plus habile possible. Et pour en revenir au tout début de la réunion, la question de temporalité qui va très vite aujourd'hui chez les étudiants, et dans le parcours pour choisir son métier. Alors il y a des va-et-vient, des fois on change, on revient un petit peu, mais on sait également que revenir en arrière c'est compliqué. Quand on change de cursus aujourd'hui, c'est très compliqué. De passer d'un cursus à un autre, voilà, donc il y a une question c'est pas le terme d'urgence, c'est le terme d'être efficace, rapide et pas laisser trop
avancer les cursus sans les sensibilisations et les parcours qu'il faut et cocher les cases qu'il faut. Oui, alors il faut voir les choses aussi un peu concrètement pour imaginer l'étudiant de première année. Il n'a pas eu vraiment d'enseignement concernant les périodes anciennes, préhistoire, protohistoire, antiquité, Moyen-Âge, depuis la 6e, 5e. Et donc, il arrive en première année avec la nécessité d'être débriefé pratiquement de A à Z sur tout ça en 3 ans et dans des parcours comme une licence d'histoire de l'art, archéologie, avec une multitude d'impératifs et où l'archéologie ne va prendre qu'une part. Donc là, on est sur le dur et avec une difficulté qui a pour conséquence que la part que l'on peut accorder aussi à des enseignements très concrets, on le fait. Mais dans le cadre des maquettes d'enseignement de licence, c'est pas toujours facile. Nous, on arrive à caser du SIG, par exemple, de la DAO, des choses comme ça, et bon, c'est bien, on y arrive. Après, en master, dans des universités de la taille de Tours ou de Pau, on est obligé d'avoir des formations où il y a un gros tronc commun avec l'historien, anthropologue, etc. Et on joue sur les options. Donc il y a aussi parfois un manque de place. Je veux dire en termes d'horaire, etc. Bon, donc là aussi, et je pense que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que là, pour parler concrètement, je ne vais pas faire la pub pour ma formation, mince. La précédente maquette avait laissé pas mal de place à justement des enseignements techniques. On invitait des gens très, très œcuméniques, l'INRAP, les sociétés privées, etc., pour présenter leurs structures, vos structures. Qu'est-ce que c'est qu'EVA, GADES, enfin, comment ça fonctionne, l'historique de tout ça, de quoi on a besoin. Jean-Luc Piat venait et puis il disait, voilà, moi j'ai besoin de gens formés. Et puis, la dernière formation, ça a été, cette part a été réduite au profit d'interventions plus universitaires, classiques, si vous voulez. Donc, bon, j'espère en tout cas que la prochaine mouture sera plus adaptée. Mais il faut tenir compte aussi de ce genre de difficultés, vous voyez. Mais à vous aussi de nous houspiller un peu et dire, bon, vous savez, pensez à nous. Et une petite question au passage. Est-ce que les opérateurs, au sens le plus large, public ou privé, peuvent intégrer les conseils de perfectionnement? C'est une option? Oui, pareil. Nous aussi. Ils sont minoritaires, mais bon. Mais pour en revenir à ce qu'on disait là, sur aussi attirer des étudiants, après ça dépend aussi comment est organisée la formation. Dans le modèle que vous proposez, c'est une licence d'archéologie en 3 ans. Je ne sais pas si ça existe, je sais même pas si ça existe en France, il y en a peut-être une ou deux, enfin bref. Nous, évidemment, la licence, elle commence à partir déjà c'est bien à partir de la 3e année, où on fait que de l'archéologie. Mais avant, ce que tu disais, c'est mélangé, soit avec l'histoire de l'art, avec de l'histoire. Donc déjà, bon, il y a cette difficulté-là, évidemment. Et le problème, et ça c'est vraiment très important, ce qui vient d'être dit, c'est que c'est un problème d'effectif. C'est-à-dire que, si vous voulez, on n'a pas 30 étudiants en première année, on n'est pas parisien, quoi. Donc, on est évidemment obligé de faire de la mutualisation, sinon ça n'existe même pas. D'accord ? Ça n'existe pas. Il faut avoir ça à l'esprit. Hein. C'est-à-dire que on est toujours un peu sur le fil du rasoir depuis des années. D'accord ? Et ça, c'est pareil partout. Donc, c'est pareil partout. Et même cette année, je crois que vraiment tout le monde est touché. Voilà, donc il y a l'idée générale théorique, et puis il y a la réalité de l'université, la réalité du système français, où tous les meilleurs élèves, parce que vous parliez d'un problème de rédaction, de tout ça, mais ça touche tout le monde à l'université, c'est juste les archéologues. Les bons élèves, ils vont où ? Ils vont en prépa, ils vont à l'IUT, ils vont au BTS, d'accord ? Donc déjà ça c'est tout écrémé, après il reste, voilà. Bon, j'ai fait l'université, hein, bon. Mais il reste des gens qui sont passionnés aussi par certains domaines qui ne sont pas enseignés ni au BTS, ni à l'IUT, ni dans les grandes écoles, à part peut-être à l'ENS si on veut faire
d'histoire de l'art, d'archéo. Mais donc effectivement, on peut en récupérer, on en récupère quand même des bons élèves, effectivement. Mais bon, voilà, faut vraiment avoir ça à l'esprit. C'est la complexité en fait de la formation française. Voilà. Et comme je disais la dernière fois quand on discutait, on fait évidemment notre ambition à nous tous qui formons les étudiants, c'est de les former au mieux. Parce que quand vous dites ils ne savent pas écrire, etc., oui, mais bon, nous, évidemment, notre but, c'est qu'ils sachent écrire à la fin, qu'ils sachent réfléchir. On ne leur donne pas n'importe quel sujet juste comme ça. On leur donne généralement des sujets, première M1, M2, qui sont associés, enfin c'est un sujet, et on les suit, et on leur donne les moyens de réfléchir et de construire quelque chose, mais d'archéologique, une réflexion archéologique et historique. De la recherche, parler de recherche, oui, on essaye de leur donner la possibilité. Après, je veux dire, on n'est pas responsable au final de ce qui est produit. Si le résultat n'est pas bon, j'ai envie de dire, on a fait, nous, de notre mieux. Enfin, ça serait, on ne va pas se faire harakiri, on va former des mauvais étudiants. Non, on essaye de faire au mieux. Et puis, pour continuer sur après, parce que la question, c'était aussi je finis après, d'attirer, enfin, de la relation avec les personnel de l'archéologie préventive. C'était ça un peu aussi la question tout à l'heure que tu posais. Précédemment. Oui, c'est ça. Et en fait, en tout cas, nous ici, c'est le cas. On est évidemment tout à fait ouvert. Comment ça se fait ? Ça peut se faire par des collaborations d'enseignement. Alors, effectivement, après, ça va dépendre des universités, de l'ouverture de chacun. Bon, voilà. Mais nous, en tout cas, ici, ça se fait comme ça, et ça me paraît évident que ça se fasse comme ça, d'accord ? Donc, les gens interviennent, c'est évident, c'est logique, c'est normal. Et puis, il y a aussi à travers la recherche. Et c'est comme ça que les collaborations se font au niveau du laboratoire. Si vous n'avez pas la possibilité, et je comprends, c'est très compliqué, c'est tendu, il y a des problèmes évidemment financiers, etc., mais d'avoir des jours de recherche pour pouvoir venir au labo, pour pouvoir construire des choses, pour pouvoir même monter des choses. Je veux dire, quand on est membre du labo, membre rattaché, on peut monter des projets, on peut avoir de l'argent du labo, etc. Donc après, c'est comme ça que les relations grossissent. C'est comme ça. Alors juste par rapport au labo, effectivement, il y a ce monde un peu associé et rattaché. Et souvent, nous, on n'arrive pas à être rattachés, donc on ne peut pas porter de projet. Là où on peut tous se rencontrer, en fait, finalement, c'est dans les PCR ou les grosses fouilles programmées où on fait intervenir tous les spécialistes ou des acteurs du préventif, quelle que soit leur origine, les universitaires, le CNRS, le SRA, etc. Et c'est là où j'ai réussi à rencontrer tout le monde et on me donnait des pistes pour aller sur un chantier, pour un master, pour des choses comme ça. C'est là où on se retrouvait. Après, pour les labos, vraiment, c'est qu'on est chercheurs associés, donc souvent, nos jours recherche, on préfère faire de la recherche pure et pas aller moi, je pose des congés ou des RTT pour aller dans les réunions de labo et participer à ça. Mais on n'est pas toujours... C'est pas facile d'être rattaché, par exemple. Enfin, c'est même impossible, certaines fois. C'est très compliqué. Ça me paraît être un vrai problème. Et là, s'il y a un truc à faire, effectivement, en direction de l'université, ou en tout cas, c'est travailler là-dessus, ça me paraît évident. Mais justement, ça peut être aussi l'un des objectifs de votre association, c'est-à-dire de faire du lobbying aussi auprès des gens qui nous dirigent, tant sur cette question, faciliter l'intégration de vos personnels aux équipes, que les conventions soient moins compliquées à établir, que des modalités puissent être mises en place, et aussi au niveau des formations, peut-être intervenir, comme on peut le faire, mais très indirectement, pour la question des planchers et des plafonds d'horaires dans nos masters. Je pense qu'on a du mou là-dessus, et en plus, si vous arrivez en me disant, écoutez, nous on arrive, on vous fait des prestations gratuites, on peut assurer 18 heures de CM gratuitement pris sur la boîte, ça sera le paradis pour ceux qui nous dirigent, là vraiment. Oui, deux bricoles de précision au sein des opérateurs, je pense en tout cas. Je pense que c'est le cas, en tout cas c'est le cas dans mon entreprise. C'est-à-dire dès que j'ai une demande et mon collègue qui gère l'entreprise avec moi et le bureau d'études, dès qu'on a une demande, nous, de jour pour participer à une réunion de laboratoire, on l'accorde. Enfin, c'est systématique. On est attentif à ça. Par contre, effectivement, il y a une grosse différence entre ma base associée et mon recherche.
rattachés. Je crois qu'on a bien compris le problème. Juste une précision, c'est que dans ce que tu disais, Jean-Baptiste, tout à l'heure, c'est qu'en fait, on parle de la licence, on parle du monde universitaire, mais en fait, peut-être qu'il y a une sensibilisation à faire avant que les étudiants s'inscrivent à l'université. En fait, c'est très éclairant ce que tu dis, c'est que, voilà, pour avoir dans un univers, on a des enfants qui sont dans ces âges-là, les salons des étudiants, dès la première, dès la terminale, on va voir les écoles d'ingé, on va voir les écoles, voilà, toutes les métiers qui existent et qui sont extrêmement présents dans les salons d'étudiants, et pas que en début de la licence, comme on dit tous tout à l'heure, mais dès les salons d'étudiants, que ce soit première, terminale, ça commence, et puis on passe son temps. C'est un job à temps plein. Enfin, amener ces gosses et ces gamins aux salons d'étudiants, ça prend du temps. Et on n'y voit pas, ou que très rarement, j'en ai jamais vu, moi, l'archéologie présentée. J'ai pas tout fait, j'en ai fait que quelques-uns, heureusement. Non, juste pour rebondir, mais ça c'est un petit peu dans tous les domaines, mais régulièrement en fait il y a des gens qui reviennent faire des études, ils sont ingénieurs, ils ont fait des études de médecine et tout, mais en fait le truc qu'ils voulaient faire c'était archéologue. Donc effectivement il y a clairement de la pub, enfin je veux dire de la com à faire, mais bon, de la com on en a fait énormément, ça nous amène, ça marche pas forcément, je veux dire, on en a fait énormément là nous dans le cadre de notre master, et au final on n'a pas énormément de monde, on comprend pas. C'est très oscillant, ça varie énormément, enfin on ne comprend pas. Voilà. Et donc je pense que peut-être aussi au niveau national, peut-être que vous, enfin après, il faudrait, parce que bon, dans le rapport que vous proposez, vous dites qu'il y a des possibilités de recrutement dans les années qui viennent, à peu près de 150 archéologues par an. Ça serait un truc intéressant d'essayer de faire de la pub là-dessus. Alors nous, on peut le dire, il n'y a pas de problème, mais peut-être, même, je sais pas comment en fait, ou une campagne de publicité, j'en sais rien, quoi, mais pour dire qu'il y a du boulot là-dedans, et voilà. Et après, ce qui serait intéressant aussi, c'est parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne sait pas. D'abord, quel est le salaire, enfin, je ne sais pas, avoir une idée de la grille de salaire, de la progression, parce que ça intéresse quand même aussi un peu les étudiants, juste pour qu'ils puissent se positionner, parce qu'en fait, généralement, ils se disent, oh, mais archéologue, ça ne paye pas, je ne vais pas faire archéologue, même s'ils ont envie. Ils font maths B, puis finalement, après, ils reviennent en se disant, bah ouais, mais finalement, voilà. Donc, peut-être qu'il y a aussi vous avez aussi un rôle à jouer, à mon avis, en tant qu'employeur, pour dire qu'il y a énormément de débouchés dans les années qui viennent, et qu'il ne faut pas hésiter à venir, et qu'il y a des perspectives aussi de progression de carrière et tout ça. Alors, je ne vais pas entièrement sortir du sujet, mais aussi dire aux gens que vous avez des possibilités de formation continue et de valorisation aussi de vos parcours. On sort de la question de la formation initiale, mais vous avez à votre disposition des dispositifs très intéressants qui sont les VAE et les VAPP, qui sont, à mon sens, très peu utilisés, et qui sont tout à fait valorisants pour vos personnels, parce qu'à un moment donné, ça sanctionne une progression de carrière, des compétences, une expérience, et il faut savoir que ça peut aller jusqu'à la thèse. Je fais soutenir une thèse en VAPP, et c'est un peu l'équivalent de l'égo-histoire dans une HDR. C'est quelqu'un qui, à un moment donné de sa carrière, fait le point et fait part de son expérience accumulée, etc. Bon, ce sont des possibilités aussi ce sont des possibilités de formation ultérieure dont vous pouvez faire état auprès des jeunes en disant, attention, après votre formation initiale, ça peut continuer. Et nous, entreprise de l'archéologie préventive, nous sommes à votre écoute, et nous pouvons à un moment donné faciliter l'acquisition de diplômes en rapport avec l'université par le biais de la valorisation des acquis de l'expérience ou de la valorisation des acquis des parcours professionnels. Voilà, ça je pense que c'est un levier dont vous disposez, qui est relativement facile à mettre en route. Hein. Je peux abonder dans le même sens, mais juste un truc, dire qu'il y en avait beaucoup plus avant. C'est-à-dire qu'il y a eu des VAE, des gens, en particulier des gens qui avaient que des M1, enfin à l'époque, donc ils pouvaient essayer d'avoir un M2 ou un MAS, où ils avaient juste la maîtrise. Donc pour avoir le vrai diplôme maintenant, on a eu les années passées un certain nombre de gens qui sont venus, alors c'est surtout les gens d'INRAP, je crois, qui sont venus faire des VAE, maintenant il n'y en a plus. C'est quand même dommage. Voilà, là je suis tout à fait d'accord. Donc il va être temps de conclure.
Je viens de faire volontairement un hommage à Michel Blanc. La question de la formation concerne, bien au-delà de la FEMAP, tous les acteurs de l'archéologie, et on sait que tous les acteurs, à leur niveau, font les mêmes constats et prennent aussi des initiatives pour répondre à la problématique. Mais comment, et ce sera la dernière question, comment avancer ensemble, comment regrouper un petit peu et mettre sur la table, autour de la table, nos constats et nos initiatives. Qui veut le mot de la fin? Est-ce qu'il n'est pas? C'est pas un acte de candidature, parce que moi je suis pas loin de la sortie, mais peut-être intégrer à la FEMAP des collègues universitaires d'une façon ou d'une autre, dans vos conseils. Je ne sais pas exactement comment vous êtes organisé, mais comme on le fait, on parlait des conseils de perfectionnement, à Tours comme à Pau, il y a des gens du préventif qui sont présents, et pourquoi pas inviter des collègues universitaires à participer, mais de façon institutionnelle, c'est-à-dire comme on le fait dans une CIRA avec différents partenaires, il y a un personnel CNRS, un personnel université, ça peut se faire. Enfin, ça peut se faire. En tout cas, je pense que vous trouverez assez facilement des gens pour y participer. Ça peut être une des pistes. Alexandre. Oui, on va se dire qu'on va se dégager du temps tous, et puis qu'on va s'appeler, qu'on va boire des cafés, qu'on va faire des réunions. On sait qu'on va être dans le rush tout le temps. Alors, l'important peut-être, c'est d'avoir à un moment donné quelques outils qui, de fait, comme la plateforme de stage, vont nous mettre en connexion de fait, quand on n'a pas toujours le temps de faire ce qu'il faudrait, voilà, dans l'absolu, les uns et les autres. Et c'est à partir je pense moi, de cette mise en contact concret de l'étudiant dans son milieu professionnel, dans ce milieu de la recherche, qu'il y a des projets, des profils qui émergeront, et beaucoup plus qu'aujourd'hui, sur des sujets, et une mise en synergie de tous les acteurs, voilà, opérateurs, chercheurs chez opérateurs, UMR, labo et université. Donc voilà, l'idée, c'est quand même à un moment donné parce que on y arrive tous à se débrouiller dans nos coins, on a tous nos petits réseaux, nos échanges, nos contacts, on y arrive, mais il y a quand même de la casse quand on voit en termes d'employabilité chez les étudiants. Donc à un moment donné, soit on continue comme ça et puis on s'en sort vaille que vaille. À un moment donné, du côté étudiant, il y a peut-être un souci quand même, un peu éthique aussi à un moment donné. Et il y a des outils comme ça très simples qui peuvent être mis en place et qui obligent finalement à se connecter à un moment donné. Le résultat de vos travaux, vous les faites passer à l'étage supérieur, c'est-à-dire à la sous-direction de l'archéologie? Est-ce que oui. Et vous avez un écho? Comment ça se passe? Oui, donc oui, le rapport chaque année, on le transmet à la sous-direction de l'archéologie directement avec un échange dédié, et il est prévu chaque année d'échanger dans une réunion directement avec eux autour, voilà, des travaux qui ont été réalisés ou des questions qui se sont posées. Oui, donc il y a un échange. Après, il est probablement pour le moment trop restreint, c'est-à-dire que nous, archéologues, on s'est tout de suite tourné vers les instances de l'archéologie, mais peut-être pas assez vers les instances de la recherche et vers le ministère de la Recherche. Mais bon, voilà, on apprend en marchant d'une certaine façon. Et puis Paris, c'est pas fait en un jour. Donc il faut un petit peu de temps justement pour aujourd'hui, peut-être. Mais c'est déjà, je pense, une première étape que de discuter régulièrement au sein de cette commission avec des enseignants, avant peut-être d'aller discuter à Paris, au niveau de l'administration centrale, de la recherche pour le coup, et pas uniquement de l'archéologie. Bon, c'est Loïc qui aura eu le mot de la fin. Oui, Jean-Baptiste, dernière. Non, parce qu'on a juste un peu oublié. Parce que le constat, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas l'INRAP. Parce que le constat, vous le faites de votre côté. Mais qu'en est-il de l'INRAP? Puisque l'INRAP recrute quand même une bonne partie. Donc qu'est-ce qu'ils ont comme avis sur le niveau des étudiants, sur les attentes, etc. Puisqu'ils font un peu le même job que vous. Je ne sais pas, il faudrait savoir. Voilà, donc il y a quand même cette question-là. Et puis ensuite, il faut aussi garder à l'esprit que effectivement, ça mérite discussion. Mais si vous voulez, c'est compliqué, quoi, parce qu'en fait, l'université, elle a aussi une vocation universelle. Je veux dire, c'est pas que. Voilà, après, c'est le vieux débat. C'est vrai que c'est difficile de dire ça aujourd'hui, surtout devant des gens qui effectivement ont besoin de professionnels. Mais
je peux vous garantir que si vous voulez quelqu'un qui réfléchit bien, il faut qu'il ait la possibilité de réfléchir sur pas mal de choses. Il ne peut pas seulement être... voilà, c'est dans la licence que vous dites sur les 3 premières années, mais ça ne se fait pas comme ça. Ça prend du temps. Vous voyez, ça prend du temps et c'est normal qu'en master, on revienne sur un certain nombre de choses. Et après, il faut voir si vous voulez des gens uniquement terrain, mais comme vous parlez de recherche, vous voulez aussi des gens post-fouille. Mais la post-fouille et toutes les techniques, etc., ça ne s'apprend pas juste pendant les 3 premières années, parce qu'en plus, le niveau n'est quand même pas forcément grandiose, etc. Donc il faut du temps pour former les gens. Vous voyez. Donc si vous voulez former des gens à la post-fouille, au traitement de données, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Donc voilà, faut voir. Il faut réfléchir à ce qu'on veut exactement. Et c'est pour ça que ça vaut le coup de discuter, mais faire vraiment une formation comme ça, très très professionnelle à partir du master, j'ai du mal. Oui, tout à fait, mais c'est aussi pour ça qu'il y a la part des opérateurs à prendre, notamment sur ces questions de formation plus spécifiques. Oui, je partage ton opinion, et je le disais tout à l'heure, en licence, il y a une remise à niveau qui est à faire, et à tout point de vue, au niveau cognitif, au niveau des méthodes, et même des savoir-faire. Je me suis permis à plusieurs reprises de reprendre des étudiants qui venaient aux oraux de fin d'année en Bermuda et en claquettes. Je dis, vous savez, moi j'ai rien contre les claquettes et les Bermudas, j'en mets, mais si vous vous pointez un jour pour aller chercher un emploi, là, vous aurez des résultats qui ne seront pas à la hauteur de vos espérances. On est là aussi pour leur dire ce genre de choses, vous voyez, mais en effet c'est compliqué. On part de loin. Et voilà, donc... mais persuadez-vous et persuadez les autres aussi que vous faites de la science. Et que vous avez une production intellectuelle et que tous les jours, vous raisonnez en scientifique. Et à partir de là, ça va peut-être faciliter aussi les choses. Voilà, que vous n'êtes pas seulement des pousseurs de brouettes, mais que chaque acte sur le terrain, chaque coup de truelle est mis en rapport avec un arrière-plan historique, méthodologique, etc. Et ça peut mettre de l'huile dans les rouages aussi. Cécile, c'est vous le mot de la fin cette fois. Là, on va fermer. Du coup, oui. Merci Cécile. En fait, je crois que ce que vous venez de dire, c'est essentiel. Quand vous dites c'est important que l'étudiant comprenne qu'il n'est pas seulement un pousseur de brouette, qu'il va y avoir de la réflexion, etc., c'est mettre du sens à son parcours et à ce qu'il apprend. Et du coup, c'est peut-être la question à laquelle on doit répondre ensemble, c'est comment mettre du sens avant de mettre du comment et du quoi. Peut-être la question du pourquoi. On demande ça aux étudiants. Oui. Merci. Belle conclusion. Merci Cécile. Merci à tous. Peut-être avant... Oui, alors je vous en prie. Merci à tous. On a le temps de prendre 2 questions. Je me tourne vers la salle. Je vois qu'il y a des étudiants aussi. Ce serait peut-être bien qu'il y ait une question des étudiants. Et on est très heureux qu'ils soient présents. Bruno Zélie. Oui, merci. Non, juste, en fait, je vous remercie pour ce débat qui était très intéressant. Je trouve qu'il y a un acteur qui a été oublié un peu dans le discours. C'est le monde associatif, qui était quand même un support fort de formation d'archéologues autrefois, qui a disparu peut-être en partie avec le monde professionnel, et que peut-être un acteur à remettre au centre du jeu, en intermédiaire en tout cas de cette sensibilisation qu'on voudrait, si les étudiants ne peuvent pas l'avoir en L1 et L2, au moins qu'on puisse les sensibiliser à aller vers ce monde associatif, qui serait le tremplin avec l'archéologie préventive, où nous, comme le disait Alexandre, on ne va pas recruter quelqu'un qui n'a aucune expérience. Et de souvenirs, en tout cas, moi j'ai été formé par le monde associatif, c'est pas que la programmer. C'est toute l'année, on peut rencontrer des gens, on peut laver du matériel, déjà avoir une formation avec des gens avec une forte expérience, qui n'ont pas forcément été des professionnels de l'archéologie, mais qui sont reconnus par leurs pairs, que leurs rapports sont reconnus. Et ça, c'est comment on recrée ce monde associatif quelque part, sur lequel on ne va plus nous, parce que la semaine étant terminée, on a du mal à se réinvestir, mais c'est peut-être la chose à voir avec les services régionaux d'archéologie, redynamiser un petit peu ces associations, leur redonner, c'est pareil, leur redonner du crédit et de la confiance. J'ai l'impression qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que
On va même plus, enfin, on a du mal à les communiquer d'ailleurs dans ces associations-là en se disant oui, ça ne va pas valoriser mon nom, ça va pas. Enfin, voilà, il y a tout un débat à avoir là-dessus, je pense, qu'on a pris. Voilà. Mais effectivement, enfin, c'est très intéressant d'apprendre qu'un étudiant va commencer à s'intéresser à l'archéologie en L3, quelque part. Enfin, il va être total, ou plus ou moins, hein, c'est-à-dire. Et on comprend mieux, enfin nous, le retour qu'on a de ça, c'est à la fois potentiellement la perte d'une personne qui se projetait à devenir archéologue peut se perdre déjà en L1 et L2, c'est-à-dire que le programme ne l'intéresse pas, donc peut sortir de ce cadre, hein, c'est ce que tu disais. Et nous, on voit à la fin quelqu'un qui se présente avec 5 ans d'études et finalement 4 semaines de stage. Et c'est des stages réglementaires. Et effectivement, ça pèse pas lourd sur un CV dans la première approche qu'on va avoir, de se dire on va le prendre pour pouvoir travailler directement sur une fouille préventive. Donc. Tout à fait d'accord. Mais en fait, quand je disais L3, enfin, c'était à Tours. À Tours, parce que la L3, c'est vraiment une L3 d'archéologie. Donc ça veut dire que ceux qui... Voilà. Mais ils sont sensibilisés, ils ont quelques cours en fait avant. Ils ont des cours non négligeables où on leur présente un peu tout un panel en fait de ce qu'on peut faire en archéologie. Vraiment, donc normalement ils ont une vision en fait très diversifiée des différents métiers finalement de l'archéologie. Donc normalement, voilà. Donc effectivement, il leur faut un petit peu de temps et après, si vraiment ils se disent bah ça m'intéresse, à ce moment-là, on va les retrouver en L3. C'est ça que je voulais dire, mais c'est en L3 qu'on verra vraiment les gens intéressés. Ouais, voilà. L'avant-dernière question, peut-être ? Sur les associations, tout à fait d'accord. Oui, c'est une bonne. C'est vrai, il faudrait vraiment. Mais bon, je ne sais pas qui doit le faire, quoi. C'est pas évident. Oui, Jean-Michel Morin, département du Loiret. D'une part, pour dire que la question des chercheurs rattachés, associés, c'est la même aussi pour les opérateurs de collectivité. Mais c'était surtout pour poser la question par rapport à la formation. Vous n'avez pas évoqué ce qui commence à se développer, qui est la formation apprentissage en alternance. Oui, alors on ne l'a pas évoqué. Par contre, on l'a rencontré avec un collègue qui est universitaire, qui l'a développé lui. C'est, je crois que le terme c'est une formation par alternance ou professionnelle. Je ne sais plus le terme, désolé. Il serait là, il pourrait en parler 1000 fois mieux que moi. Qui a participé aux échanges dans la commission. Oui, alors sur dans la théorie, oui, c'est tout à fait séduisant. Pour autant, les problèmes qui se posent, c'est que le collègue, une fois de plus, il faudrait qu'il puisse vous expliquer ça mieux que moi. Il y avait deux problèmes. C'est que, ça concerne un nombre d'étudiants, lui, quand il l'a développé, extrêmement limité. Je crois que c'était 2 ou 3 étudiants. C'est pas simple au niveau de l'adaptation par rapport au format universitaire et des cours et des diplômes. Pour simplifier, les problèmes ont été un peu de tout ce dont on parle, quoi. Ça n'a pas été une grande réussite du côté, je crois, mais peut-être qu'il faudrait corriger et nuancer ce que je vais dire, mais du côté des opérateurs qui se sont lancés avec lui dans ce format. Mais c'est tout à fait une piste qu'il faudrait mieux explorer et mieux travailler et revenir là-dessus. Pour compléter, les universités de Lyon le fait depuis quelques années, Paris 1 le fait depuis 7 années. J'ai pas de retour, mais ça pose évidemment des problèmes d'organisation, tant côté opérateur, côté d'université, mais c'est certainement une piste à explorer, une piste prometteuse pour l'avenir. Oui, je pense que c'est la piste de l'avenir. Simplement, là, c'est très lourd de notre côté à organiser. Alors, tu as parlé de grosses structures, Lyon, Paris, c'est-à-dire ils ont des gens qui peuvent être dédiés à ça, qui peuvent le gérer. Jusqu'à un certain point, nous on l'avait fait avec une société d'archéologie préventive. On avait casé 2 étudiantes en apprentissage. Ça n'avait pas donné de bons résultats après parce qu'il n'y avait pas eu d'embauche derrière, même pas de CDD, alors que vraiment elles avaient fait l'affaire. Ça les a vraiment découragés. Il y a une qui a carrément arrêté l'archéo. Mais oui, c'est assez lourd. J'ai tenté de relancer
ce genre de choses. Mais non, monsieur Réchin, vous n'êtes pas agréé parce qu'il faut monter des dossiers, il faut que la formation soit... je me perds dans les détails administratifs, il faudrait que je retrouve mes notes, mais faudrait le faire, oui. Et dans les formations de tout niveau d'importance, oui. Et pas seulement les grosses structures. Oui, ça oui. Deux questions. Alors, extrêmement rapides. Moi, ça va juste être une très rapide remarque. Je pense que le mot que vous cherchez, c'était peut-être contrat de professionnalisation. Voilà. Donc déjà, bon, il y a ça. Et moi, ce que je voulais surtout aussi évoquer, c'est un dispositif qui est porté par Pôle emploi France Travail maintenant. C'est l'évaluation en milieu de travail à la demande du demandeur d'emploi. Et donc là, c'est en gros 80 heures, on parlait de stage un peu court, c'est 80 heures en entreprise. L'entreprise hôte est rémunérée par Pôle emploi parce qu'on considère que c'est une prestation qu'elle fournit. Donc ça peut être intéressant aussi pour l'entreprise hôte. Et ça permet en fait d'avoir une expérience en fait en préventif et de se dire tiens, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, quoi. Voilà. Et ça peut se faire pendant le cursus universitaire ? Il faut que ça soit quelqu'un qui soit demandeur d'emploi. Donc, à l'issue, par exemple, d'un cursus universitaire où l'étudiant n'a pas fait de stage en préventif, il s'inscrit à Pôle emploi et dans les 15 jours, il peut avoir 80 heures en entreprise. Merci. La toute dernière. Merci. Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'était plutôt des réactions et des compléments peut-être au débat. Donc, Florian Barre est responsable de la formation d'archéologie en licence à l'Université de Tours. Donc, j'aurais voulu, malgré tout, réagir à quelques points qui ont été évoqués et ne pas oublier quand même qu'on a beaucoup parlé d'eux, mais c'est quand même les étudiants qui sont au cœur de ces formations. Et les étudiants, effectivement, et je réagis, je confirme certaines observations, mais qui ont été glissées ponctuellement, qui arrivent en L1, ne savent absolument pas ce que c'est que l'archéologie. C'est-à-dire que oui, on démarre totalement de zéro avec eux, sur des périodes historiques qu'ils n'ont pas vues, effectivement, ça a été évoqué depuis la 6e. Donc c'est très difficile d'envisager de tout de suite les former sur des choses très pointues dès la L1. Deuxième remarque un peu dans le même sens, ce sont effectivement les effectifs aussi d'étudiants. Lancer une formation 100% d'archéologie en L1, en L2, en L3, à moins de s'appeler Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, les effectifs ne permettront jamais d'ouvrir ce type de formation dans les universités de province. On nous met des nombres d'étudiants attendus pour ouvrir des formations qui sont trop élevés par rapport aux étudiants qu'on va avoir en capacité. Donc effectivement, les étudiants qui s'inscrivent en L1, en L2, qui suivent nos cours d'archéologie dès la L1, puisqu'on en a effectivement, et qui sont très ouverts vers le monde de l'archéologie préventive, puisqu'on a un cours dès le premier semestre de L1 qui s'appelle les métiers de l'archéologie, où on fait intervenir quasiment uniquement que des collègues de l'archéologie préventive qui viennent présenter leur métier, leur spécialité aux étudiants de L1. Ne vont pas devenir pour 90% d'entre eux des archéologues. Et je rejoins aussi les remarques sur l'obligation des stages. On a effectivement des stages obligatoires pour l'entrée en L3 puisque c'est une année 100% archéologique, puisque pour l'instant on peut effectivement le faire. Mais justement, malgré tous ces stages qui paraissent obligatoires, et on est tous d'accord là-dessus et très important, les étudiants n'ont pas cette vision-là de la chose parce qu'ils ont d'autres problématiques. Effectivement, ça a été évoqué, problématique de financer leurs études. Et c'est très fréquemment le retour qu'ils nous font. On dit oui, mais moi l'été, il faut que je travaille, je ne peux pas partir en stage, je ne peux pas me le permettre. Et on voit très bien que c'est aussi un frein. La chute d'effectifs en L3, elle est aussi liée parce qu'on impose de faire ce stage et que pour beaucoup, c'est une contrainte. Et ils choisissent plutôt de continuer en histoire que de continuer en archéologie parce que pour eux, ce stage-là est un vrai problème dans leur situation personnelle. Donc on ne l'oblige pas en L1, en L2, et on voit très bien que des étudiants en L1 qui ont pourtant fait une année avec un quart de leur cours où c'était de l'archéologie, sont moins de 5 chaque année à d'eux-mêmes, alors qu'on leur en parle pendant toute l'année, on leur dit que c'est très important, que c'est justement un critère, cette expérience-là, de recrutement par la suite, parce qu'ils ne se projettent pas comme des archéologues dans 3 ans, dans 5 ans. Ils sont en pleine construction de qu'est-ce qu'ils veulent faire, et même arrivés en L3, quand il faut qu'on travaille avec eux sur quel master est-ce qu'ils ont envie de faire, la plupart ne savent pas, arrivés en L3, quel master ils vont faire. Il y a un panel très grand, même pour ceux qui sont en L3 d'archéologie, on en a beaucoup qui se réorientent sur la valorisation du patrimoine, sur des humanités numériques, sur tout un tas d'autres choses. Donc voilà, il ne faut pas oublier malgré tout que les étudiants ne savent pas dès la L1 qu'ils veulent être archéologues, ou très peu.
et qu'on n'a pas les effectifs qui nous permettent d'avoir une formation 100% d'archéologie dès la L1 dans toutes nos universités. Et pour la question du stage obligatoire en archéologie préventive plus spécifiquement, si c'est obligatoire, ça veut dire qu'il faut que tous les étudiants puissent le faire. Donc il faut qu'on ait la garantie que tous les étudiants de la formation trouveront un stage en archéologie préventive. Sinon, ceux qui ne trouvent pas, ils se retrouvent quoi? Avec un 0, avec une défaillance dans leur formation, ils ne valident pas leur licence. Et le problème commence, on l'a évoqué, à se poser pour les stages en archéologie programmée, où déjà les étudiants rencontrent énormément de difficultés. On en a chaque année qui, moi, m'écrivent ou m'appellent en me disant « Monsieur, comment je fais ?» À chaque fois, j'ai des refus parce que les équipes sont déjà en partie montées, parce qu'il y a très peu de place, il y a de moins en moins de chantiers. Donc on a déjà cette difficulté-là, malgré tout. Donc voilà, sur des stages en archéologie préventive, il faudrait qu'on soit assuré que tous nos étudiants en trouveraient un pour rendre ça effectivement obligatoire à un moment de la formation. Oui, Cécile. Je voudrais juste rebondir peut-être sur le fait que les étudiants ne savent pas dès le début s'ils vont être archéologues ou pas. J'ai bien entendu effectivement les contraintes de mutualisation des effectifs et je me dis d'où l'importance de leur ouvrir le champ des possibles, de leur montrer ce qui existe, quitte à mutualiser avec les différents débouchés de la formation. D'ailleurs, peut-être ne pas réfléchir qu'entre archéologues. Voilà. Après, il y a la question, très rapidement, ouais, c'est très intéressant tous ces propos, parce qu'il y a la question des effectifs. Et qui, en fait, pour faire très simple, il faut travailler en filière. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on est encore trop déconnecté entre le nombre d'étudiants, le nombre de postes, le nombre de débouchés. On voit bien que le souci, c'est aussi une organisation collective. C'est de l'université, des opérateurs, des UMR, du SRA. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne réfléchit pas en filière. On a une déconnexion permanente. Voilà, donc effectivement, si on s'aperçoit que, comme vous le dites tous, en tant qu'enseignant université, le nombre d'étudiants, ça chute, alors que nous, il faut de plus en plus de besoins, c'est que l'équation ne peut pas se faire. Donc il faut en fonction de ça mettre en place des actions radicales, c'est-à-dire aller dans comme on disait, les forums des lycéens, etc. Enfin, je veux dire, il faut se bouger, mais il faut qu'on travaille en filière. Autrement, à un moment donné, l'information, elle échappe. On n'a pas tous les tenants aboutissants les uns et les autres. Le mot de la fin, François. Oui, non, juste Merci. quelque chose qui peut être considéré comme un détail, mais qui n'en est pas un. Il faut quand même savoir que dans les centres d'orientation collège-lycée, leur travail est de décourager les gamins de faire archéologue. Parce que, mais non, mais il n'y a pas de débouché. En fait, donc là aussi, je parlais de lobbying. Il faut agir auprès aussi des gens qui tiennent les manettes et faites savoir quand même votre position, quels sont les métiers. Je pense que dans les centres d'orientation, dans les collèges, lycées, les gens qui s'occupent de ça ne sont pas du tout au courant. Très honnêtement, ou très peu sont au courant. Il faut, on l'a dit déjà plusieurs fois, cibler vraiment les intervenants et à tous les niveaux, dans toutes les institutions, pour faire passer vos messages. Et là, je pense qu'il y en a. Merci beaucoup. Merci à vous tous et toutes d'être intervenus. On va marquer un petit temps de pause et on se retrouve à 11h15. Merci.